Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de PU Décrypte avec moi, mon compère de toujours, Jean-Baptiste Guégan. Salut JB. Salut Clément, salut tout le monde. Comment vas-tu? Bon, ça va très bien et toi? On va parler du Maroc aujourd'hui puisque le Maroc a fait l'actualité dans le monde du football récemment avec notamment l'obtention de la Coupe du Monde 2030 qu'elle organisera avec l'Espagne et le Portugal. C'est un événement pour le Maroc cette Coupe. Alors c'est un événement, c'est la deuxième nation africaine à organiser après l'Afrique du Sud une Coupe du Monde. Elle organise dans un format en plus où il y a 48 équipes et où on va voir le meilleur finalement du football africain au Maroc. Avec en plus la perspective soit d'avoir la cérémonie d'ouverture, donc le premier match, soit la finale, probablement dans le stade de Casablanca, un stade qui est prévu pour faire au moins 120 000 places. Cette nouvelle, cette avancée, cette révolution presque dans le monde du football marocain, c'est le fruit d'une vraie stratégie de la part du Maroc dans le monde du football. Alors ça fait 10 ans que le Maroc littéralement monte en gamme, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, le Maroc a été la première équipe africaine à entrer dans le dernier carré. Aujourd'hui c'est la première équipe du continent au classement FIFA, et on l'a vu aussi performer chez les filles. Aujourd'hui si on regarde bien la sélection marocaine, classement FIFA, donc première en Afrique, donc au sein de la CAF, et pour la FIFA hein, on est top 14 je crois. On est donc sur un pays qui performe beaucoup plus que les autres. Alors que le réservoir démographique est moins bon. Ça veut dire que derrière, il y a une stratégie politique, ça veut dire qu'il y a des moyens. Ça veut dire aussi qu'on a vu des joueurs comme Hakimi s'affirmer. C'est ça la réussite du Maroc, c'est cette capacité à faire d'une ambition politique une réussite sportive, et c'est ce à quoi on assiste maintenant depuis quelques années. Il faut évidemment rappeler, mais ceux qui nous regardent et nous écoutent le savent, que le Maroc a... Et rappeler que le Maroc avait fait une demi-finale de Coupe du Monde au Qatar contre la France. Ça s'était joué de peu. Tant mieux pour nous. Cette stratégie marocaine, c'est aussi une volonté du roi du Maroc, Mohamed VI. C'est vraiment lui qui propulse quelque part cette stratégie marocaine. Effectivement, le roi est à l'origine de cette stratégie dans le football. Et cette stratégie, c'est lui qui l'a mis en place il y a quasiment 10 ans. Il y a tout un plan de réforme. Il comprend qu'il faut s'inspirer du sport et travailler le sport justement pour permettre aussi le développement du pays, son développement économique, offrir des perspectives de divertissement, mais pas que, à la jeunesse. Et donc, ils investissent le sport parce que c'est le premier des sports. Chez les filles et chez les garçons, il faut le souligner parce que c'est suffisamment rare en Afrique, mais aussi ailleurs. Et donc, on a une stratégie qui va progressivement monter en gamme, avec d'abord la création de l'Académie Mohamed VI, avec un financement royal. Une montée en gamme qui va se manifester notamment par l'arrivée de formateurs expérimentés. Je pense par exemple à Nasser Al-Khelaifi, hein, l'ancien coach de l'OM. Et puis on a vu ces générations de jeunes footballeurs et footballeuses marocains et marocaines sortir de cette académie et faire le bonheur des championnats européens, mais aussi de la sélection. Et une bonne partie de la réussite de la sélection marocaine aujourd'hui en Afrique et en dehors, c'est grâce justement à la volonté de Mohamed VI de changer la donne. Il y a cette volonté, il y a cette ambition. C'est quoi aujourd'hui l'état du foot marocain? Dans quel état se porte-t-il? Est-ce que c'est un football en bonne santé? Est-ce que c'est un football en développement? Est-ce que c'est un football malade? Alors, c'est un football en bonne santé, j'ai même envie de dire en très bonne santé à l'échelle africaine. Hein. Le championnat marocain, la Ligue Botola, c'est d'abord et avant tout l'un des deux meilleurs championnats africain avec le championnat égyptien. C'est un championnat qui exporte énormément, c'est un championnat qui a investi considérablement dans ses infrastructures. On le voit notamment avec le stade de Tanger, on le voit avec la perspective justement de la Coupe du Monde 2030 et le stade de Casablanca. Ce qu'on a aussi, c'est finalement un championnat qui va servir la sélection, ou plutôt les sélections. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut voir la bonne santé du football marocain. C'est qu'aujourd'hui, c'est le premier d'Afrique. Et pourtant, quand on regarde les concurrents, hein, que ce soit l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, on pourrait imaginer que le Maroc est derrière. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'il est devant. Et ça, c'est une des réussites, justement, de Mohamed VI. C'est d'avoir réussi à être le premier en Afrique et à imposer aussi la puissance marocaine sur d'autres plans. Par exemple, pour la FIFA, on sait qu'une partie de l'élection de la CAF, la Confédération africaine de football, s'est jouée à Rabat, c'est le fameux pacte de Rabat. Et donc, on sait qu'il y a un lien très étroit entre Motsepe, hein, qui est le président de la CAF, Gianni Infantino, et les autorités marocaines, et notamment la figure de quelqu'un qui s'appelle Lekja. Lekja qui est celui qui s'occupe des finances au Maroc, mais qui surtout a été à la tête d'un club et en même temps à la tête de la fédération. Et c'est lui qui a aussi impulsé avec le roi cette dynamique-là.
Tu parlais des voisins algériens, tunisiens et de la concurrence en Afrique du Nord notamment. On sait que dans l'histoire, le sport et plus particulièrement le foot font objet de soft power. On l'a vu dans l'histoire, notamment avec l'époque d'Henry Kissinger entre les États-Unis et la Chine. On le voit au Moyen-Orient, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Est-ce que dans un contexte conflictuel entre le Maroc et l'Algérie aujourd'hui, notamment en raison du Sahara occidental, ça peut être un objet de puissance, un objet d'ascension de la part du Maroc sur ses voisins, notamment l'Algérie? Alors, c'est un vrai levier. D'abord, ça permet de mesurer la rivalité avec le grand voisin algérien. On l'a vu à l'occasion de la Coupe du Monde 2022. La réussite marocaine a été très difficilement ressentie de la part de l'Algérie, qui n'était pas justement au mondial. On le voit à chaque CAN. Il y a une vraie rivalité régionale. Et puis surtout, c'est aussi l'image du Maroc qu'on projette. Or, aujourd'hui, l'image du Maroc, c'est celle d'un pays qui est dynamique, porté par la réussite de ses champions, par sa jeunesse. Et on a vu aussi le roi poser notamment avec les familles des joueurs après justement la très belle performance à Doha au Qatar en 2022. Et cette image, elle montre aussi l'unité du peuple marocain. Et ça, c'est une capacité à construire ce qu'on appelle en géopolitique un narratif, c'est-à-dire on raconte une histoire, c'est du storytelling. Et ce storytelling, il fonctionne à plein. Et c'est justement ce que Mohamed VI a compris, c'est que ça permettait aussi de travailler son image vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de l'Afrique, et notamment du voisin algérien, vis-à-vis aussi des diasporas. Et on a vu par exemple les diasporas marocaines se mobiliser considérablement derrière leur équipe. On a vu les Marocains faire la fête en France, justement à l'occasion des dernières compétitions sportives. Et c'est justement ça qui compte, c'est que c'est un vrai levier de soft power, et c'est une manière de se positionner en Afrique. Aujourd'hui, le Maroc est une des puissances africaines et le sport est un des révélateurs de cette puissance. Jusqu'où le Maroc peut-il aller? Quel est l'objectif final maintenant qu'il a eu la Coupe du Monde 2030, avec probablement la finale et l'accueil de la finale? C'est quoi on va dire le sommet de cette pyramide? Le sommet de cette pyramide, c'est d'abord continuer à gagner. Parce que le plus dur, c'est d'arriver justement à ce très haut niveau de performance. C'est d'arriver à stabiliser finalement cette performance. Ça passerait donc par une CAN remportée à la maison, puisqu'il faut rappeler que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations elle est au Maroc. Ça passe aussi par une Coupe du Monde réussie. Ça veut dire qu'il faut être capable de réussir en termes d'accueil, d'hébergement, de sécurité. Bon, on n'a pas trop de doute vis-à-vis du Maroc de ce côté-là. Mais une partie de l'image du royaume jouera, et se jouera justement à cette occasion. Et puis après, on parlait de trophées africains, de voir de plus en plus de Marocains comme Achraf Hakimi s'exprimer à l'étranger, gagner et faire gagner. C'est aussi quelque chose qui compte. Il y a une partie de la sélection marocaine qui joue en Arabie Saoudite. C'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. On est sur un pays qui a représenté aussi à un moment donné, certes l'Afrique du Nord, l'Afrique en général, mais aussi le monde arabo-musulman. Et le foot va aussi être un révélateur du positionnement du pays à l'échelle globale. La véritable limite, c'est est-ce que financièrement les investissements vont continuer à donner des résultats? Et puis il y a la concurrence. Parce que pour l'instant, l'Algérie n'a pas été en capacité de réagir, mais il y a d'autres pays qui s'affirment. Je pense au Nigeria, il y a le Sénégal aussi qui va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse, et l'Afrique du Sud, qui brigue pour sa part avec Cape Town les Jeux Olympiques d'été. C'est cette rivalité-là, avec l'objectif aussi de peut-être prétendre à un moment donné aux Jeux Olympiques. Quelles peuvent être les limites ou quels peuvent être plutôt les obstacles au développement du Maroc dans le monde du football aujourd'hui quels sont les arguments des détracteurs, j'ai envie de te dire, Jean-Baptiste? Si on regarde aujourd'hui l'état de la sélection marocaine, elle performe, mais elle a du mal à systématiquement s'imposer sur les terres africaines. Donc il faut d'abord être dominant chez soi sur le continent. On aura un assez bon révélateur de ça avec la CAN et la Tchad. Ensuite, il faut être capable de continuer à produire des footballeurs de très haut niveau. Or, on se rend compte que derrière l'Académie Mohamed VI, il y a beaucoup de financements, et ces financements aujourd'hui, il faut les pérenniser. Et puis l'autre écueil, et ça c'est l'un des soucis, c'est qu'au Maroc on parle beaucoup du football, mais on parle très peu du reste. On l'a vu à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette ambition footballistique, elle se fait aussi au détriment des autres sports. Et donc là, c'est le sport marocain qui devrait briller, il brille, mais peut-être qu'avec les mêmes stratégies dans d'autres sports, on verrait encore plus de sportifs marocains porter haut les couleurs du royaume. Et on n'a pas fini d'entendre parler du Maroc. Exactement. Merci Jean-Baptiste Guégan pour ce nouvel épisode de PU Décrypte. Évidemment, si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris, si vous souhaitez des précisions,
Mettez vos questions en commentaire, Jean-Baptiste y répondra avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Paris United, même de devenir membre, allez, soyons fous. Ça nous aide, ça nous soutient, et puis voilà, puis on vous dit à bientôt pour à très vite. de nouveaux épisodes de PU Décrypte dans ce beau studio. Avec de beaux suites. Voilà, dont on vous parlera bientôt plus en détail. Merci à tous et à bientôt. Ciao.